un projet commun. Et moi, quand un client me confie un projet, bah, entre guillemets, ça devient mon projet. Je pars à la guerre avec lui et c'est parti, quoi. OnlyFans, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a de l'humain. Enfin, de l'humain. Bon, des fois, c'est pas vraiment de l'humain. Mais bon, on va dire que normalement, c'est censé être de l'humain. Les gens, au final, veulent une relation, ouais, virtuelle, mais avec une personne. Bah voilà, c'est pour ça que ça cartonne. C'est juste l'humain. C'est, ouais, non, mais si j'augmente les prix, tous mes clients vont disparaître. Donc, non. J'ai déjà augmenté mes prix. Tu vas perdre des clients, c'est logique, mais tu vas en gagner d'autres. En fait, tout est une question de valeur. Les gens, si pour eux, la valeur que tu vas leur apporter dans leur tête, tu vois, elle a du sens, le prix, en final, il a aucune importance, honnêtement. En fait, le pire truc, c'est terminer sa vie, tu vois, et de se dire, putain, en fait, je suis resté salarié toute ma vie et j'ai clairement pas kiffé pendant 40 ans, tu vois. Et ça, cette vision, c'était le cauchemar ultime. Si tu kiffes, que tu clèves tous les matins et que tu es heureux de travailler, bah, tant mieux. Le principe, c'est que si tu regardes, bah, je crois que il y avait une étude, je crois que c'était 8 personnes sur 10 qui n'étaient pas heureuses. Donc pour les 2 personnes sur 10, bah, c'est génial. Mais pour les 8 personnes qui sont là et qui au final sont enchaînées et continuent à faire cette routine qui ne leur plaise pas, il y a des opportunités, il y a des alternatives. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Midco. La semaine dernière, j'avais commencé à interviewer Jordan et on avait notamment parlé de comment bien débuter sur les plateformes de freelance et notamment sur ComeUp, anciennement 5 euros. Nous avons également abordé le sujet de la tarification, donc comment fixer ses tarifs sur ces plateformes. Nous avons également vu s'il fallait être présent sur plusieurs plateformes ou au contraire se focaliser sur une plateforme. Nous avons également vu comment faire un bon profil pour attirer les bonnes entreprises. Et nous avons également parlé d'intelligence artificielle au service du freelancing. Et maintenant, place à la deuxième partie de cette interview. Ok, donc là, on a pas mal abordé le sujet des plateformes de freelance, en particulier comme Up. Maintenant, on va passer un peu plus au freelancing d'une manière plus générale. En tant que freelance, comment toi, tu entretiens une bonne relation? Enfin, comment entretenir une bonne relation avec une entreprise à partir du moment où tu es en mission avec elle? Voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu échanges beaucoup avec elle? Est-ce que tu lui fais des retours? Ou est-ce que c'est je fais ma mission, basta? Enfin, comment toi tu t'y prends? Bah, c'est là où ça va différencier pas mal des plateformes. Alors, bon, évidemment, sur les plateformes, le mieux, c'est de quand même tenir au courant ses clients, hein, de l'avancée du projet. Mais il n'y a pas vraiment ce côté accompagnement, ou alors globalement assez limité. Euh, Là où en externe, bah, il y a ce côté vraiment consulting qui va apparaître en plus. Et au final, les prestations vont pas du tout être les mêmes parce que on va vraiment avoir ce côté, évidemment, on va créer, on va être le côté technicien, mais il y aura aussi toute la partie consulting qui va se greffer. Et donc, ben, on est là pour le client, en fait. On est là pour lui apporter un max de valeur et pour qu'on réussisse ensemble. Donc, ça implique ben, d'être évidemment disponible, d'avoir des canaux de communication des fois privilégiés, ou en tout cas, voilà, où on peut vraiment échanger à n'importe quel moment sur des projets. Et puis c'est vrai que ouais, l'accompagnement est vraiment primordial. Alors peut-être pas tous les jours, ça dépend évidemment du projet, hein, mais des points réguliers pour expliquer comment on avance. Est-ce qu'il y a des choses que voilà, c'est aussi le côté consultant entre guillemets qui arrive, c'est de se dire ouais mais en fait j'ai pensé à ça, franchement ça serait plutôt pas mal, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Et c'est pas uniquement de dire bon bah, je fais ça bête et méchant, je fais le cahier des charges, je lui envoie le livrable et puis ciao. Il y a quand même ce côté où on va accompagner, l'aider, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de clients, le marketing, c'est clairement pas leur fort. Et c'est pour ça aussi qu'ils viennent vers moi. Le marketing, voilà, la vente, ils aiment pas ça, les stratégies marketing, voilà, ils aiment pas. Et du coup, bah, ils attendent aussi de moi que je sois force de proposition et que je leur donne des conseils par rapport à ça. Et donc, c'est là où c'est vraiment le niveau au-dessus du freelance, entre guillemets, un peu classique. On n'est pas là uniquement pour faire de la prestation, on est là pour accompagner le client. Ouais, on l'accompagne en fait, c'est pas on fait pour le freelance, mais enfin on fait pour l'entreprise, pardon, mais on fait avec l'entreprise. C'est clairement ça, ouais. Ouais, puis même au niveau de la relation, du coup, au niveau de la confiance, ça crée beaucoup plus de confiance de procéder ainsi. Hmm. Ouais, donc en fait, t'es gagnant sur tous les points.
Ouais, clairement, quand le client sait que quand il a des doutes, il peut venir vers toi, mais des fois, c'est des trucs qui n'ont même pas des fois de rapport avec la prestation en cours, mais simplement qu'il a besoin d'avoir ce petit accompagnement, ce petit conseil en plus, bah, je peux te dire que ça fait toute la différence. Le nombre de clients qui me disent merci, ou en tout cas, tu es tout le temps présent, c'est tellement rare de nos jours et ça fait super plaisir. Pour moi, c'est normal, mais c'est pas tout le temps le cas, donc c'est vrai que c'est ultra important d'être présent pour le client, de lui apporter cet accompagnement qu'il mérite, parce que il nous fait confiance, donc en échange, on est là pour lui apporter un maximum de valeur. Et puis voilà, c'est pas uniquement une relation transactionnelle. C'est vraiment, on est là pour, on a un projet commun, et moi, quand un client me confie un projet, entre guillemets, ça devient mon projet. Je pars à la guerre avec lui et c'est parti, quoi. Donc c'est vraiment différent. Et c'est là où ça change de come-up, où au final, évidemment que je travaille et je donne tout mon possible et je suis professionnel jusqu'au bout. Mais au final, le projet, s'il va au bout ou s'il y va pas, bah, déjà, tu n'as pas vraiment de retour. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, tu vois, il n'y a pas ce côté, c'est moins gratifiant. C'est beaucoup moins gratifiant. Parce que même toi, en fait, je pense le plus frustrant avec les plateformes, je suis désolé, je retourne sur ça, mais sur les plateformes, c'est que tu te déchires pour faire une tâche. Donc tu vas avoir un merci, sauf que tu sais pas les retours sur ton travail. Tu sais pas l'impact de ton travail. Tu sais pas ce que ça a fait. Et le pire, c'est qu'en fait, sur Comop, tu ne peux pas recontacter un client après 7 jours, une fois que la commande est terminée. Donc, si tu as envie de lui revenir vers lui et de lui dire, du coup, ça s'est passé comment, tu peux pas. Donc, tu te retrouves sans nouvelles. Alors, évidemment, des fois, les clients reviennent. Donc, ils disent, ah, merci, c'est trop bien et tout. Voilà, on a des super résultats. Mais la plupart du temps, les clients ne reviennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que voilà, pour plein de Ouais, en gros, ils viennent, ils prennent, et hop, après, c'est... Ouais, c'est un peu le côté, c'est le côté marketplace en fait. On est sur Amazon, on passe commande, on te le livre et plus de ciao. C'est aussi pour ça que ComeUp là est en train vraiment d'évoluer et ne plus être simplement une plateforme de microservices, mais quand même d'apporter ce que je suis en train de te dire, mais de le mettre à l'échelle, le démocratiser. Le principe, c'est que ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont encore dans la mentalité microservice et qui font des commandes à la chaîne en fait. Tu vois, c'est vraiment ouais, c'est des commandes avec peu de valeur et ça envoie, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et c'est en fait tout le contraire du côté entre guillemets freelance en dehors des plateformes. Et c'est pour ça aussi que j'ai jamais été aussi épanoui depuis que je suis parti des plateformes, parce que en fait, le truc c'est que moi j'ai complètement changé parce que bon, maintenant j'ai ma réputation, donc entre guillemets je peux un peu accepter les contrats que je veux. Et ce que je fais, c'est que maintenant, je fais uniquement de la prospection avec des entrepreneurs que je connais et donc j'apprécie le travail. Ce qui est ultra différent sur ComUp, puisque les gens passent commande, au final, le projet, des fois, t'en as un peu rien à faire, ou c'est sur des thématiques qui te parlent pas du tout, et t'es un peu obligé de le faire quand même. Donc c'est vrai que tu choisis absolument pas tes projets, et forcément, d'un point de vue motivation, elle n'est pas toujours au top parce qu'il y a des textes où, alors je parle de copywriting, mais des fois il y a des thématiques où ça ne me parle absolument pas. Je vais quand même le faire parce que je suis professionnel et que je peux le faire, donc je le fais, il n'y a pas de souci, mais tu n'as pas le même degré d'implication. Tu as beau le vouloir, tu n'as pas du tout le même degré d'implication. Et alors que quand tu passes en freelance, à part à tes débuts, peut-être, où tu acceptes un petit peu tout pour essayer d'engranger de la confiance et tes premiers contrats. Mais après, normalement, tu es censé collaborer que sur des projets qui te plaisent. Et c'est ça qui fait vraiment l'énorme différence. Ok. Ouais, et puis, ouais, donc c'est totalement... Enfin, c'est deux mondes différents, en fait. Là, entre être freelance, on va dire, classique, et être freelance sur des plateformes de freelance. Et du coup, quand tu es freelance classique, pour toi, du coup, faire des points réguliers avec le client, lui donner des nouvelles, l'accompagner, être un partenaire, en fait, ça fait partie des critères de réussite, en fait. Clairement. Après, c'est vrai que je le fais quand même. Ça, je le fais quand même, tu vois, sur ComUp. Et il y en a aussi qui le font, hein, mais c'est vrai que pour beaucoup, comme je l'ai dit, c'est quand même très marketplace. C'est je fais le truc, bonjour, merci pour votre commande, j'envoie le livrable, merci, commande terminée. Et en fait, c'est soit tout ou rien. Et c'est vrai que c'est un peu problématique. Donc j'espère que ça va faire aussi évoluer avec le changement de nom, le rebranding. Ça va faire un peu évoluer aussi la méthodologie de travail de certains vendeurs qui vont se dire que ok, maintenant on vend plus uniquement du microservice parce que d'ici quelques mois on va mourir. Donc Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est
avec la venue de l'IA, en fait, si tu vends pas un accompagnement, bah, en fait, les gens vont se dire, bah attends, moi j'ai une prestation de service, bah je peux déléguer à l'IA, quoi. Ouais, en fait, à chaque fois, c'est ce qu'on on en revient toujours à la même chose. Mais pourquoi tu passes, ou pourquoi tu vas voir un formateur plutôt que chercher sur Internet? Bah, c'est pour consommer du contenu de ce formateur en question, tu vois. C'est pour l'aspect humain. C'est ça, c'est pour lui. Après, évidemment, ce qu'il t'apprend, c'est ultra important, mais c'est avant tout pour la personne. Et c'est avant, moi, les gens qui viennent travailler avec moi, c'est pour travailler avec Jordan. C'est pas pour travailler avec un copywriter, en fait. Ouais, et c'est vraiment c'est ce déclic qu'il faut faire, c'est ouais, ce shift qu'il faut faire parce que si tu te dis, ok, moi je suis un copywriter et je fais du copywriting et puis c'est tout, bah tu risques d'avoir assez chaud assez rapidement. Donc voilà. Ok. En gros, si t'es freelance et que tes compétences peuvent être remplacées ou imitées par l'IA, si tu proposes pas d'accompagnement, ça va être tendu pour toi, quoi. Clairement, ouais. Ouais, ouais. Il faut vraiment remettre l'humain, je pense, au centre de la prestation. Parce que, bon, en plus, moi, la plupart de mes clients sont des coachs. Donc, le côté humain, enfin, c'est juste la base. C'est la base de la base. Donc, bah, évidemment que ouais, quand tu travailles, ben, c'est un échange permanent. C'est des choses que tu ne peux pas faire avec l'IA. L'IA, oui, elle pourra te faire un retour parce que tu lui as demandé, mais il n'y aura rien de spontané. Ce sera pas, voilà, c'est clairement pas pareil. Et puis même en termes d'expertise, j'ose espérer que j'ai quand même une expertise un peu plus, un peu plus élevée des fois que l'IA. Donc voilà, c'est... En fait, j'ai l'impression que l'IA, avec, enfin là, on va dire, l'apogée de l'IA et le fait que c'est en train vraiment de prendre une ampleur, bah peut-être que du coup les gens vont plus revenir à l'humain et au final, on aurait dû enfin, être dès le début comme ça et comme ça, limite l'IA n'aurait même pas eu sa place. Mais comme c'est pas encore le cas, elle se fait une place. Mais ouais, mettre l'humain, ouais, ça, je pense que c'est une tendance qui va pouvoir, enfin c'est là où les gens vont pouvoir se différencier justement. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Hein. Bon, c'est l'exemple un peu concon, mais OnlyFans, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a de l'humain. Enfin, de l'humain. Bon, des fois, c'est pas vraiment de l'humain. Mais bon, on va dire que normalement, c'est censé être de l'humain. Les gens, au final, veulent une relation, ouais, virtuelle, mais avec une personne. Bah voilà, c'est pour ça que ça cartonne. C'est juste l'humain. On est dans une société où, en fait, c'est vraiment, ouais, c'est deux extrêmes, en fait. C'est Tougam qui le disait très bien, c'est le côté vraiment humain, voilà, et de l'autre côté, le robot, tu vois, qui est là. Et au final, ben, il n'y aura pas grand-chose. Donc, c'est vraiment, ouais, l'humain, c'est vraiment la base. Et pour les freelances, encore plus. C'est ce qui va te permettre bah, de créer du lien avec tes clients. Tes clients, vu qu'ils auront une relation particulière avec toi, ils vont te recommander à d'autres clients. Et en fait, c'est gagnant-gagnant, en fait. Et puis même, c'est beaucoup plus épanouissant de travailler de cette manière que de faire le robot et d'envoyer des... Enfin, Ouais. En gros, enfin, c'est deux mondes à part, quoi. C'est soit t'es en mode robot, en mode Amazon, quoi. T'es en mode je fais, j'exécute, basta. Ou soit tu prends l'inverse. En fait, c'est marrant parce que j'ai remarqué, dans certains trucs, c'est soit tu passes du noir au blanc, mais il n'y a pas de juste milieu, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. c'est très... ouais, ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Ouais, c'est soit t'es dans un extrême, ou soit t'es dans l'autre extrême. C'est comme, enfin, c'est comme les gens qui veulent perdre du poids, tu vois. C'est soit au début, ils mangent tout et n'importe quoi, et après, en fait, du jour au lendemain, ils vont passer à l'extrême, tu vois. Et Ils vont généralement, ça vraiment... marche pas de sauter comme ça. Et ça marche pas. Mais bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, souvent, les gens, en fait, ils sont ouais, dans l'extrême à chaque fois. Donc, Ouais, ouais, c'est... Ouais. Après, on verra comment ça évolue. Hein. Mais c'est vrai que, ouais, je suis assez pessimiste quand même pour, en tout cas, le freelancing à la manière microservice. ouais. Oui, après, d'un côté, les clients, les entreprises méritent aussi un service de qualité et pas un service, comme tu as dit, quelqu'un qui va traduire, c'était sur quoi? Sur DeepL et qui va recracher ça, quoi. Ouais, mais c'est pas, enfin, je te disais ça, mais par exemple, quelqu'un qui vend un article, il va aller soit faire du chat GPT, ou alors soit prendre un article en espagnol, le mettre dans DeepL et le recracher en français. Il y en a qui le font. Ouais, mais tu vois, les clients ne méritent pas ça non plus. Bah, clairement pas. Bah, déjà, je pense que c'est la pire chose à faire de prendre ton client pour un con. Je pense que c'est littéralement la pire chose à faire. Ouais, non, non, ça. Enfin, ou si tu vas pouvoir fonctionner quelques mois.
jusqu'au jour où tout va s'écrouler. Et bonne chance pour repartir une fois que tu as engagé ta crédibilité, c'est compliqué pour repartir. Donc, euh, donc voilà. Totalement. Et du coup, là, donc, on a déjà parlé de tarifs, mais on a parlé de tarifs sur les plateformes. Et là, sans passer par les plateformes, comment fixer ces tarifs? Parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps. Je suis freelance, comment je facture mes services? Sachant que toi, par exemple, quand tu as commencé, enfin, sur quoi tu t'es basé pour facturer, enfin, pour établir un prix de tes missions? Alors, il y a deux écoles, globalement. Il y a soit tu prends le taux horaire, donc en gros, bah, tu regardes combien tu as envie de gagner voilà, par heure de travail et en net. Voilà. Et ensuite, bah, tu calcules, par exemple, pour une prestation X, il me faut 10 heures, donc bah, je mets ce prix-là. Ou même je peux mettre un peu plus parce que comme ça, je peux prendre en charge les retouches éventuelles et les choses comme ça. Donc, il y a cette école-là qui est au final plutôt adaptée aux plateformes de microservices, enfin de freelancing, parce que comme ça, tu mets un prix et puis voilà. Et il y a le côté, on va dire, un peu plus agence, un peu plus personnalisé, où c'est un peu par rapport en fait à la valeur, globalement, à la valeur que tu vas apporter et à cet accompagnement. Parce qu'en fait, je fais jamais la même chose pour un client. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des prix avec une grille tarifaire, alors qu'au final, je vais jamais faire la même chose. Donc, c'est vraiment à la valeur apportée au client. Évidemment, il y a quand même ce côté combien de temps je vais y passer pour le faire. Mais ça arrive un peu en second. Il faut vraiment, en fait, il faut vraiment ouais, regarder par rapport qu'est-ce qu'il est possible de faire pour le client. Alors moi, je parle en copywriting, mais évidemment en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il va pouvoir générer comme chiffre d'affaires potentiel en passant par mes services. Et ensuite, ben, je calcule de mon côté. C'est le côté un peu plus agence que voilà, il y en a qui n'aiment pas cette manière. Les deux sont valables. Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse en mode, voilà, si tu fais ton taux horaire, bah, c'est très bien. Si tu calcules en fonction de la valeur ajoutée, voilà, c'est très bien aussi. C'est vraiment deux méthodes. Euh, pour commencer, je pense que le plus simple, parce que c'est vrai qu'au début, quand on commence, c'est ouais, mais il y a le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais en fait, est-ce que je vais apporter de la valeur? Bon. Donc, du coup, c'est compliqué de se dire ouais, je sais ce que je vais apporter comme valeur. Donc ça, c'est peut-être dans un second temps, quand tu as vraiment de la confiance, quand tu sais que la qualité de ce que tu proposes, quand tu as des clients qui sont satisfaits, etc. Donc au début, commencer par le taux horaire, ça me semble vraiment bien. Voilà. Et évidemment, ne pas travailler en dessous du SMIC. C'est que, je le dis, mais c'est voilà. Si tu travailles en indépendant, c'est pas pour avoir le même salaire qu'au SMIC. Voilà. Donc tu calcules un petit peu ton salaire, qu'est-ce que tu aimerais avoir, et puis voilà, tu calcules par rapport à ça. Sachant que quand tu es spécialisé, bien évidemment, bah, tu pourras évidemment avoir une rémunération beaucoup plus avantageuse. Hmm. Ouais, donc c'est pareil, genre tu te bases au début sur, quand tu es débutant ou haut, tu fixes par rapport à ton taux horaire, enfin que tu estimes, et après au fur et à mesure que tu vas engranger d'expérience, tu vas pouvoir augmenter un petit peu ce taux horaire. Globalement, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est parce que de toute façon, bah, c'est aussi logique. Tu gagnes en expérience, forcément, bah, tes prestations normalement deviennent de plus en plus quali. Donc, bah, c'est normal qu'à un moment, ça se répercute dans le prix, quoi. Et les clients, parce que oui, ça va être une autre limite que beaucoup de gens se disent, c'est ouais, non, mais si j'augmente les prix, tous mes clients vont disparaître. Donc non, j'ai déjà augmenté mes prix, mes clients sont tout à fait reconnaissants et voilà, ils savent que je leur apporte. Donc évidemment, pour les très bons clients, tu peux leur faire les tarifs d'avant et ensuite évoluer par la suite sur les nouveaux prix. Ça évite, après, c'est les gestes commerciaux et c'est bon, enfin, chacun fait comme il le souhaite à ce niveau-là. Mais en fait, tu vas perdre des clients, c'est logique, mais tu vas en gagner d'autres quand tu augmentes le prix. Donc en fait, il faut juste calculer est-ce que à quel moment, tu vois, c'est l'élasticité du prix en fait, à quel moment ça va rompre. Donc du moment que c'est fait intelligemment, tu fais un pricing intelligent et que bah, en fait tout est une question de valeur. Les gens, si pour eux la valeur que tu vas leur apporter dans leur tête, tu vois, elle a du sens. Le prix en final, il a aucune importance, honnêtement. C'est Ouais.
Ouais, totalement. Bah, d'où le fait d'entretenir de bonnes relations aussi avec ton client, ce qui va lui permettre aussi, pourquoi pas, de faire avaler, entre guillemets, cette petite pilule d'augmentation de prix en lui expliquant pourquoi les prix augmentent, etc., quoi. Ils le savent très bien, hein. De toute façon, les clients, voilà, quand tu leur expliques Mais du coup, quand tu as une relation de confiance, c'est toujours plus simple d'expliquer. clairement. Évidemment, si tu fais x3 du jour au lendemain, bon, voilà. Mais si c'est des hausses qui sont en fait logiques et raisonnables, ouais, il n'y a rien de, y a rien de, y a rien de choquant en fait. Enfin, je veux dire, tu regardes autour de toi, tout a augmenté. Donc, et quand tu es freelance, bah, le seul moyen de faire augmenter ton. Tu vas pas voir ton boss pour qu'il te fasse une augmentation. Donc, à un moment, oui. Évidemment que j'aimerais que tous les prix restent les mêmes, que j'ai pas forcément à augmenter et que tout le monde vit dans le pays des bisounours. Sauf que c'est pas le cas. Donc à un moment, ouais, tu es obligé de le répercuter. Mais bon, comme je te l'ai dit, les clients le prennent globalement bien. Enfin, parce que eux aussi, généralement, ont augmenté leur prix. Donc ils savent par où on passe. Et puis voilà. Petite pause comme ça entre deux questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça nous soutient et surtout, ça mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à aller voir en description l'application Mitco qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Sur ce, on reprend avec l'interview. Ok, très 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 clair. Et là, du coup, on va passer une partie un peu plus personnelle de ton côté. En tant qu'entrepreneur, quels sont tes objectifs à toi, Jordan, à court terme, moyen terme, long terme? Enfin, c'est quoi tes objectifs là à l'avenir? Alors, je suis très mauvais pour les objectifs. Non, disons que j'évite de me projeter à très très long terme. Parce que voilà, j'aime pas envie en fait donc au lieu d'avoir un gros objectif à atteindre, je vais le diviser, je vais prendre des petits objectifs et voilà. On va dire que le gros objectif, bah, c'est parce que je travaille actuellement sur un projet d'agence. Enfin, c'est même pas un projet, l'agence est déjà là avec un associé. Donc le but, bah, ça va être de faire grossir cette agence, voilà, de continuer à faire grossir l'agence, de rendre le plus de clients satisfaits possible. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier. Et puis il y a l'objectif aussi un peu plus perso, ça va être d'accompagner aussi pas mal de freelance, ou en tout cas de personnes qui ne sont pas encore freelance, qui sont dans le salariat et qui bah, ne passent pas à l'action pour X ou Y raison. Mais serait d'aider le plus de personnes aussi comme ça, parce que je vois trop de personnes autour de moi, ou des anciens collègues, ou voilà, qui au final sont pas épanouis dans leur vie et bah, il suffit d'un petit truc. Ils n'osent pas passer à l'action parce qu'ils ont plein de blocages, parce que voilà, c'est des questions qui sont légitimes, et des doutes légitimes, parce que c'est quand même un grand saut de quitter son travail et de salarié et de devenir freelance. Donc c'est vrai que j'ai envie d'accompagner les gens dans ce sens-là, et c'est vraiment plus le côté l'objectif un peu plus perso, voilà, donner un maximum de valeur aux gens. Ouais. Leur permettre de faire une transition qui soit assez fluide du salarié au freelancing. Ouais, clairement. Le but, c'est pas de faire le kamikaze, de tout plaquer du jour au lendemain, parce que je suis assez tranché sur ça. Enfin, je trouve que c'est une bêtise sans nom de dire aux gens de tout abandonner et vas-y, go. Non, tu mets petit à petit, tu construis, en plus de ce que tu es en train de faire actuellement, et puis une fois que c'est stable, tu pars. C'est pas en mode. Bon, après, tu vas me dire avec le chômage, etc. Bon, il y a moyen de vivoter, mais voilà, jouer avec le feu moyen quand même. Donc non, tu construis petit à petit. Bah oui, ça va demander des efforts. Moi, de 2017 à 2019, je rentrais chez moi et de 20h à quasiment 1h du matin tous les jours, bah, je bossais sur mon projet à côté, je me formais, je créais, je livrais des commandes sur un Comop. Donc ouais, c'était chiant, mais au final, je me disais, grâce à ça, c'est ça qui va me permettre de prendre ma liberté. Et c'est vraiment ça qui est le plus important, je pense. Ok, très 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 clair. Et donc là, donc tu nous as dit depuis, ça fait 6 ans que tu entreprends. En 6 ans, tu as eu des réussites, des échecs. Euh, quel est, quel a été ton plus gros échec et quelles leçons tu en as tiré pour ta carrière d'entrepreneur? Gros échec, je pense, ouais, à un moment, c'était ouais, fin 2019, quand j'ai sauté dans le vide et que j'ai quitté mon CDI.
je me suis dit, je vais augmenter mes chances et je vais faire aussi du copywriting en anglais, parce que je suis quasiment bilingue en anglais. Et donc, je me suis dit, bon, au final, entre le français et l'anglais, bon, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Au final, je me suis rendu compte que c'était quand même très différent, que ben, c'était déjà pas la même manière de prospecter. Enfin, si, c'est les mêmes bases de prospection, mais niveau mentalité, on n'aborde pas un Américain comme on aborde un Français. Et puis, c'était vraiment le côté, je me suis dispersé en fait. On pourrait penser que c'est la même chose, et en fait, on le duplique juste en français et en anglais, c'est pas la même chose. J'ai perdu pas mal de temps. Je me suis lancé sur des projets au final qui étaient super intéressants, mais bah, ouais, je pense que j'étais juste pas prêt en fait, et c'était quelque chose que je voulais pas faire. Mais tu sais, quand tu te lances, tu te dis, il faut vraiment que je mette toutes les chances de mon côté, et au final, tu vas un peu accepter un petit peu tout. Donc ça, c'est une erreur, ne le faites pas, ne le faites pas. Apprenez à dire non. Et puis, ouais, ce serait sûrement la plus grosse erreur. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que je me suis vite rendu compte que je fonçais dans un mur en faisant ça. Parce que d'un côté, en plus, bah, j'avais la tête en français, en anglais, donc au final, la qualité baissait au niveau du français. Enfin, c'était une catastrophe. Donc voilà, ce focus, comme je l'ai dit, spécialisé sur un truc, voilà, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Et puis apprendre à dire non. Quand on sent pas un truc, c'est pas généralement vaut mieux pas y aller. Ouais. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, clairement, clairement, parce qu'au final, je le sentais, je me suis dit, ouais, bon, franchement, en anglais, je suis pas chaud. Et je me suis dit, ouais, mais bon, maintenant, je vais avoir plein de temps libre, vu que je suis plus en CDI, donc bah, autant essayer de ratisser le plus large possible. Et ouais, non, c'est une grosse erreur. Ouais, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire par défaut, c'est de faire un peu tout comme un chien fou en fait, on veut tout faire et au final on finit par ne rien faire de bien. Ouais, bah, c'est clairement l'objet brillant, mais sauf que là, je me disais, au final, c'est pas vraiment, parce que c'est pas comme si j'apprenais le graphisme ou si je proposais du montage. Au final, c'est la même chose. Donc, mais ouais, non, en fait, c'est la même chose sans être la même chose. Donc, et puis, même malgré mon très bon niveau en anglais, bah, pour pouvoir vraiment faire du copywriting enfin, vraiment efficace, bah, ça demande vraiment une maîtrise à la perfection et que j'avais pas à ce moment-là. Donc, ouais, non, c'était clairement pas une très bonne idée. Voilà. Ok, bon, maintenant qu'on a parlé d'échecs, même question pour ta plus grande réussite et ce que ça t'a apporté dans ta vie d'entrepreneur. Bah, je dirais quand même, on va recommencer ouais, par le commencement, hein. Les premiers 1000 euros sur ComUp mensuels, ça a été ça a débloqué pas mal de choses. Parce que bah, au final, tu avais toujours les gens autour de toi qui disaient non, mais franchement, déjà tu es sur 5euros.com, tu vas gagner 3,50 € à la fin du mois, qu'est-ce que tu fais Et quand tu commences à taper 1000 euros, alors c'est pas énorme, hein, mais quand tu fais 1000 euros sur un mois en travaillant à côté, bah, au final, je me suis dit, bah, si je m'y mets à fond, bah, je peux faire beaucoup plus. Et c'était vraiment, je pense, la première grosse victoire. Je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Et puis, bah, au final, ouais, si tu peux faire 1000 euros, tu peux faire 2000, tu peux faire 5000, tu peux faire 10 000. Bon, évidemment, le problème du freelancing, c'est que tu peux pas scaler à l'infini, parce que tu peux pas te multiplier ou alors passer en agence, mais c'est autre chose. Donc voilà. Mais c'est vrai que le passage des 1000 euros, je sais que j'avais envoyé des messages à tous mes potes en mode ah, c'est bon, je l'ai fait et tout. Enfin, c'est incroyable. Mais même sans parler des 1000 euros, même la première vente. La première vente, pourtant c'était 4 balles. Hein. Je pouvais même pas me payer un kebab avec. Hein. Donc, mais la première vente, le jour où tu te dis il y a quelqu'un qui m'a confié un projet, aussi petit soit le projet, euh, tu te dis bah en fait s'il y en a un, il peut en avoir 10, il peut en avoir 100. Et ça fait vraiment un déclic en toi. Et c'est vraiment il faut savourer des fois les petites victoires, parce que c'est souvent les petites victoires qui te permettent vraiment d'aller le plus loin. Et puis, ouais, en fait, peu importe le nombre, parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, ouais, mon objectif, ça va être de stabiliser à 10K, à 20K, à 50K, tu vois. Mais en fait, c'est pas le chiffre le plus important. C'est une fois que tu te dis, j'ai réussi à atteindre ça, bah, il n'y a pas vraiment de limite au final. Hmm, ok, c'était très 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 clair. Du coup, la petite question que je pose à tout le monde, tu as l'occasion de déjeuner avec un entrepreneur ou une entrepreneur francophone pendant 2 3 heures. Qui tu choisis et pourquoi cette personne? Je dirais Xavier Niel, à l'ancienne. Pas que j'ai pas de respect pour les nouveaux entrepreneurs, loin de là. Mais c'est vrai que Xavier Niel, c'est un peu
guillemets un peu le papa de pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui. C'était le mec qui était vraiment rock'n'roll, parce qu'il a commencé dans tout ce qui était téléphone rose, enfin, voilà, où le commun des mortels n'y mettrait pas les pieds. Lui, il y allait, il a vu, il s'est dit, ouais, il y a un masse de thunes à faire, j'y vais. Et ensuite, grâce à ça, il a pu créer un empire, ben, notamment avec Free, avec son groupe Iliad. Et c'est vrai que son parcours est ultra intéressant. Ça montre que quand on veut et qu'on prend des fois des décisions un peu rock'n'roll, bah, ça paye. Et c'est vrai que parce que déjà rien que le fait d'attaquer les trois géants des télécoms et de dire je vais y aller en frontal, proposer une box, parce qu'à l'époque la box n'existait pas, c'était vraiment une première française, enfin mondiale, la box tout en un, c'était incroyable, et personne n'y croyait. L'abonnement mobile à 1 euro, enfin, il faut y aller quand même, hein, pour se dire je vais proposer un abonnement téléphonique à 1 balle. Faut avoir une sacrée paire pour rester. Et c'est vrai que et tout ce qu'il a fait, en fait, après, il a pris des participations dans le monde, enfin, tout ce qu'il a fait. Alors, il n'y a pas que des victoires, hein, clairement, parce que ça fait partie des parcours des entrepreneurs. Mais tout ce qu'il a fait, enfin, c'est une masterclass sur des dizaines d'années. C'est vraiment. Enfin, son école 42, c'est créer une école pour, en gros, tous ceux qui n'ont pas la chance ou le réseau, et que ce soit vraiment juste basé sur la méritocratie et gratuite. Enfin, et vraiment, alors ouais, il n'a pas que des côtés, il n'a pas que des bons côtés, mais enfin, si tu prends dans l'ensemble, ouais, Xavier Niel, c'est quand même un sacré personnage. Et je trouve qu'il est injustement pas souvent cité des nouvelles générations. Parce qu'il est peut-être plus en retrait, moins sur les réseaux. Ouais, ouais. Alors, il met quelques bonnes punchlines sur Twitter quand même. Il est assez peu bavard, mais quand il sort, c'est pour nous faire du. Après, c'est vrai que, enfin, quand je parle de réseau, enfin là, en entrepreneuriat, c'est vrai qu'on sait beaucoup sur LinkedIn en ce moment que ça se passe. Mais ouais, en fait, le problème, et ça, j'ai vu ça avec un tweet, c'est qu'en fait, les gens, euh, ils, ils vont choisir, enfin, en fait, les entrepreneurs les plus visibles pour eux, c'est ceux qui ont le plus réussi, entre guillemets. Tu vois, ils vont associer notoriété et réussite, alors que tu as des entrepreneurs comme Xavier Niel que tu as cité, qui sont pas hyper visibles comparé à d'autres. Dans les médias mainstream, qu'il est rarement à la télévision, dans les journaux. Ouais, on le voit pas, mais pourtant il a accompli et je pense qu'il pourrait donner des conseils. Enfin voilà, il pourrait donner conseil à quasiment tous les entrepreneurs en France, quoi. Clairement, clairement, ouais. Mais c'est vrai que ouais, il a pas ce côté un peu lifestyle, c'est sûr. C'est pas le mec qui est à Dubaï avec sa féfé et tu vois, c'est clairement un autre monde. Mais c'est vrai que ouais, non, niveau entrepreneuriat, il a quand même cassé pas mal de trucs. Puis c'est surtout le côté le petit Frenchie qui déboule, qui prend des parts de participation dans plein d'entreprises mondiales, qui est connu dans la Silicon Valley, alors qu'à l'époque c'était vraiment un entre-soi. Et lui, il est déboulé avec ouais, son look, vraiment la chemise, enfin, tu vois, les cheveux un peu gras. C'est vraiment enfin, c'est le côté, ouais, vraiment rock'n'roll en fait, que j'apprécie vraiment. Et non, c'est vraiment une personne ultra inspirante. Et ouais, non, c'est tout ce qu'il a fait, franchement. Non mais ouais, au moins bah, c'est bien parce que t'es la première personne qui me le cite, donc c'est bien d'avoir des réponses assez variées, mais ouais, c'est vrai que. Ouais, bah après, c'est vrai qu'on est surtout nous, les réseaux sociaux, on est tout le temps dedans, donc forcément, on voit beaucoup plus les gens qui sont actifs, forcément. Et puis, il y a ce côté aussi lifestyle qui rentre en jeu, qui nous permet aussi de s'identifier un peu à eux, de se dire, putain, j'aimerais bien être comme eux un jour, tu vois. Alors que Xavier Niel, au final, est-ce que tu as envie d'être comme Xavier Niel ou... Tu vois, c'est vraiment. Par contre, ouais, tout ce qu'il fait dans l'ombre, le mec, c'est une machine. c'est c'est une machine de guerre. Ouais, non mais clairement. Euh, du coup là, petite question, bah, pareil. Euh, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc tu as cité Twitter, est-ce que tu es présent sur d'autres réseaux? C'est en cours, c'est en cours. Ouais, je suis assez dans l'ombre quand même. C'est vrai que le copywriter aime bien être dans l'ombre. Il aime bien travailler pour les autres, mais il se montre pas trop. Ah, alors oui, mais sur Twitter, Ouais, il y a une nouvelle génération de copywriters qui est très visible. ah bah peut-être même un peu trop. Non mais
Ouais, mais tant mieux, au moins, ça permet aussi de. Ah oui, sur Twitter, là, j'ai vu un boom de copywriters, là, c'est... Mais c'est vrai que, bah, je te dis, de 2017 à 2020, quasi 2023, si tu cherchais Jordan Palante sur Internet, tu trouvais rien, hein. Et pourtant, je travaillais, enfin, tu vois, j'ai travaillé vraiment avec des pointures dans leur thématique. Mais moi, ça me va très bien comme ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, sur les réseaux, je me présente même pas comme copywriter, à part sur LinkedIn, mais je me présente pas comme un copywriter. Je suis là pour aider les gens à devenir freelance, mais je suis pas là pour faire du copywriting en fait. Enfin, le copywriting, je laisse aux autres. Je reste j'ai mon réseau, je travaille avec les gens, et puis voilà. Donc ouais, non, bah il y aura il y a le Twitter, il y a le profil ComeUp quand même, parce qu'on a commencé par là, donc on va quand même rendre à César ce qui appartient à César. Et puis non, sinon pas de. J'avais un site internet, mais je t'avoue que j'avais une flemme monumentale de le mettre à jour. Donc non, il a coulé. Mais sinon, non, non. Ok, donc Twitter et profil comme up. Ouais, ouais, globalement. Il y aura peut-être d'autres réseaux à venir, mais Ok. Bon, si jamais il y en a d'autres qui viennent, tu me les fileras et je les mettrai dans la description. Et du coup, un petit mot de la fin, ou une citation qui te parle, ou un truc qui t'inspire, que tu aimes bien, que tu aimerais partager là, c'est carte blanche. je suis très mauvais pour les citations. Peut-être parce que j'ai une mauvaise mémoire, du coup je m'en souviens jamais. Mais Tu peux inventer une citation aussi, hein. ouais, je peux en inventer une. Non, je vais dire toujours croire. Vraiment, c'est très con, ça fait très plan-plan ce que je vais dire, mais franchement, n'écoute pas les gens qui te disent ouais, non mais franchement le freelancing, ouais, non mais t'es quand même bien en CDI, c'est la sécurité, voilà. Parce qu'on me l'a rabâché, on me l'a rabâché, on me l'a rabâché, j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Donc, et si je les avais écoutés, bah j'en serais peut-être pas là. Enfin, même c'est même sûr, j'en serais pas là. Donc non, quand tu sens que de toute façon il y a que toi pour savoir si est-ce que tu es épanoui dans ta vie. Si la réponse c'est non, et globalement c'est à cause du travail très généralement. Alors évidemment il y a d'autres choses, mais le travail a tellement une place prépondérante dans notre vie que ben, quand ça va pas, généralement le travail est jamais bien loin. En même temps, tu passes 8 heures par jour au travail. Donc. C'est ça. Donc le travail est jamais bien loin. Donc ouais, je pense que évidemment écouter les conseils, bien évidemment le but c'est pas d'être le total teubé avec des œillères et qui fonce tout droit, mais avoir quand même un peu de nuance et se dire franchement au final qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Bah, ouais, go. Et puis de toute façon, il n'y a pas de regret. Franchement, on a le côté d'avoir cette chance en France. On aime bien cracher sur la France. Mais il y a un avantage, quand même, il y a le chômage, etc. Il les aide. Ce qui fait que tu peux limite te lancer sans trop, trop, trop de risques. Avec un parachute. Comme je t'ai dit, à condition évidemment de construire un petit peu en amont. Euh, et voilà, et après tu vas go. Mais franchement, si tu bourrines, que tu fais de la prospection, que tu apprends des compétences, il y a très peu de chances que ça foire, Ouais. honnêtement. Et puis, dans le pire des cas, bah, tu as le parachute, tu l'ouvres, et puis tu as tenté. T'as tenté. En fait, le pire truc, c'est terminer sa vie, tu vois, et de se dire, putain, en fait, je suis resté salarié toute ma vie et j'ai clairement pas kiffé pendant 40 ans, tu vois. Et ça, cette vision, c'était le cauchemar ultime. Tu vois, je me suis dit, si au bout de 2 ans, j'en peux déjà plus, Ouais. je vais jamais atteindre les 40 ans, tu vois. Je vais finir en burn-out, tu vois. Enfin, Bah, puis il y a un changement de paradigme aussi entre l'ancienne génération et notre génération. Ouais, mais en fait, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens on le voit souvent sur Twitter, où limite, il faut prendre les gens qui ne sont pas dans le freelancing pour des cons, tu vois. Parce que aujourd'hui, tu as toutes les chances pour réussir, machin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je prends par exemple des gens bah, de la génération de mes parents, par exemple. Tu vois, pour eux, c'est clairement pas. Enfin, c'est pas inné, tu vois. Pour eux, on leur a inculqué pendant des années, des décennies, que le salariat, voilà, c'était le chemin et qu'il n'y a pas d'autre chemin, tu vois, c'est vraiment le chemin. Et au final, bah, tu sais, quand on fait de la propagande pendant 40 piges, c'est compliqué hein, de te changer. Donc c'est pour ça que je peux pas leur jeter la pierre, tu vois. Puis il y en a qui sont très heureux et qui sont très carriéristes. Il y en a qui sont très heureux parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps le truc en mode, tu vois, les freelances crachent automatiquement sur le salariat. En mode, c'est l'enfer ultime. Ouais, la ride race, des trucs comme ça, quoi. Non, il y a des gens qui sont ultra épanouis dans le salariat. Si c'est son cas, ben, super pour toi, c'est top, c'est top. Si tu kiffes, que tu te lèves tous les matins, que tu es heureux de travailler, ben, tant mieux.
Le principe, c'est que si tu regardes, bah, il y avait une étude, je crois que c'était 8 personnes sur 10 qui n'étaient pas heureuses. Donc pour les 2 personnes sur 10, bah, c'est génial. Mais pour les 8 personnes qui sont là et qui au final sont enchaînées et continuent à faire cette routine qui ne leur plaise pas, il y a des opportunités, il y a des alternatives. C'est pas, ouais, c'est pas, tu vois, c'est pas une ligne de chemin de fer et c'est tout droit et pilote automatique et tout droit. Il y a des opportunités. Pour nous, en plus, on a cette chance, on est né dans la génération Internet, tu vois, je vais avoir 30 ans, mais tu vois, tous ceux là qui ont 18 ans jusqu'à même 40 ans, tu vois, on est dans la génération où on est dedans. Aujourd'hui, tu peux apprendre n'importe quelle compétence avec avec un petit peu de patience, un peu de volonté, avec Internet. Tu n'as même pas besoin de payer des formations. Alors, tu iras plus vite avec des formations, mais tu n'as même pas besoin de payer des formations pour apprendre des compétences. Ça, aujourd'hui, ouais, il n'y a rien qui te retient. Honnêtement, chose que je nuance avec ouais, la génération, tu vois, qui ont 50 ans, 60 ans. Ouais. Eux, c'était plus dur parce qu'il n'y avait pas encore Internet. Il n'y avait pas Internet, ils n'ont pas les codes, tu vois, ils n'ont pas les codes d'Internet. Ouais. Puis l'accès à l'information était quand même grandement limité. Clairement, clairement. Et puis du coup, ben voilà, c'est juste par là où je suis beaucoup moins tolérant avec les jeunes de notre âge, tu vois. Pour moi, c'est intolérable de te plaindre en mode mec, hein, j'y arrive pas. T'as tout pour réussir. Honnêtement, il y a tout pour réussir. C'est, enfin, en plus, on est en France. Globalement, on a quand même une chance d'avoir des infrastructures. On a Internet qui cartonne à balle. T'as On est bien lotis quand même. as un environnement. Si tu vois, il y a plein de gens au Bangladesh, par exemple, tu vois, ou au Pakistan, tu vois, ils sont ultra talentueux, ils se déchirent et ils gagnent des sommes folles pour, tu vois, si avec l'infrastructure qu'ils ont là-bas, ils arrivent à faire des merveilles. En France, franchement, tu as tout pour réussir. Enfin, c'est juste, ouais, des fois, il te faut un bon coup de pied au cul. C'est les croyances, quoi. C'est les croyances. Il faut un bon coup de pied au cul, mais franchement, si tu es jeune et en fait, le truc le plus dur, c'est, tu vois, soit tu es en études et tu te dis, ouais, non, mais j'attends et je terminerai mes études, et après, je me lance. Sauf que, spoiler, ils se lancent jamais parce qu'après, ils vont en CDI, et du coup, ben, ouais, mais je vais attendre de plus être en CDI pour, voilà. Donc, c'est bloqué. Et non, en fait, là où il faut le faire, soit pendant tes études. Alors ouais, c'est un peu pénible, ouais, tous les soirs, 2 heures par jour, travailler, ou alors le matin avant de partir à l'école ou au lycée, ou voilà. Mais après, ces efforts, bah, ils vont payer. Et si la liberté, parce qu'en fait, c'est toujours la balance. Moi, je suis un peu le vilain petit canard sur Twitter, parce que Twitter, on va dire, valorise énormément le succès, mais financier, tu vois. Moi, avant tout, c'est la liberté. C'est ma liberté avant tout. Et évidemment, si je peux avoir ensuite un max d'argent, il n'y a pas de souci. C'est la liberté avant tout, c'est travailler comme je le souhaite, avec qui je souhaite, d'où je souhaite, tu vois, et de créer ma vie. Je crée ma vie comme je le souhaite. Et après, évidemment, bah, à partir de là, on gagne de l'argent. Mais c'est ce qui rend le freelance incroyable. Ça a ce pouvoir de tu te façonnes une vie comme tu l'entends. Si tu veux gagner 50K par mois et travailler 12 heures par jour, tu peux, il n'y a pas de souci. Si tu veux travailler 3-4 heures par jour et tu vois kiffer, tu peux. Tu vois, ça s'adapte en fait vraiment à qui tu veux. Et ouais, c'est la plus grosse force. C'est vraiment la plus grosse force. De toute façon, dans le freelancing, il y a free, c'est pas pour rien, tu vois. C'est avant tout le côté liberté. Et ouais, si la liberté, tu t'en fous un peu, ou en tout cas, si faire, tu vois, du 8h, 18h tous les jours, ça te convient, bon, bah, le freelancing, c'est pas fait pour toi. Mais par contre, si la valeur liberté est ultra importante, bah, bienvenue, quoi, bienvenue dans l'équipe. Ok. Ok, bah, très très clair pour ce petit mot ou ces phrases de la fin. Ouais, c'était une phrase. Ok. Bah écoute, merci Jordan pour cette interview. Du coup, bah voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Mitko. Ciao! Ciao, ciao.